Et merci aux intervenants. J'allais dire intervenantes, je me suis rappelé qu'il y avait un homme, et donc ça faisait quand même intervenant. Alors ma question, j'essaie d'apporter une réponse à deux questions qui ont été posées par la présidente Darlan. La première sur qui doit être le gardien de la Constitution, et la seconde, le président de la République est-il légitime pour être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Concernant la première, je crois que là on est vraiment au cœur du sujet du colloque, du congrès. Est-ce que qui doit être le gardien de la Constitution? La question s'est posée en Europe. On se souvient tous de la controverse doctrinale entre Carl Schmitt et Hans Kelsen. Et on se souvient en plus que dans la Constitution française, les Français, dans l'indécision qui caractérise les Français, ils ont essayé de faire en sorte que et le président et le Conseil constitutionnel soient les gardiens de la Constitution. Est-ce que si on revient dans cette idée d'endogénisation des constitutions, il faut qu'on essaie alors de trouver, on sait qui est le président, il faut alors qu'on essaie de trouver quelle serait la figure du juge dans nos coutumes. Est-ce qu'il existe dans nos coutumes quelque chose qui ressemblerait à un juge constitutionnel et qui pourrait, dans cette perspective, assumer ce rôle? Visiblement, je parle pour ce qui concerne le Congo, on n'a pas de figure de juge. On a la figure du chef, qui peut être le chef de l'exécutif, dans nos coutumes, on n'a pas la figure du juge. Autre direction de réflexion, est-ce que, par rapport à notre histoire, le président est fondé à être le garant de la Constitution, sur le plan historique? Et là, la question, la réponse est clairement non. Et clairement non. Les premiers violeurs des constitutions en Afrique sont les chefs d'État. Et donc, si on s'en tient à l'aspect historique, on serait plus tenté à faire confiance aux juges constitutionnels pour être des gardiens efficaces de la Constitution. En tout cas, quelques juges dans le continent, et ici à Dakar, on a l'exemple des juges qui ont fait honneur à cette fonction. Madame Darlan, vous êtes aussi le symbole de ces juges-là. Mais dans d'autres pays africains, je viens du Congo, force est de constater que même les juges constitutionnels n'ont pas toujours été à la hauteur de cette fonction de gardien de la Constitution. Donc là, je crois vraiment qu'il y a des perspectives de recherche qu'il faut ouvrir pour voir. Vous avez parlé hier, madame, du fait que vous, lorsqu'on vous a demandé qu'est-ce qui vous a donné autant de courage dans votre action, vous avez dit sans doute le souci de faire respecter la Constitution. La question c'est, qu'est-ce qui manque aux autres juges sur le continent pour être des gardiens efficaces de la Constitution? Est-ce la formation? Est-ce la formation? Est-ce le statut? Qu'est-ce qui manque? Et là, donc là, je vous pose une question. Je vous retourne la question. Qu'est-ce qui fait que nous ayons des juges constitutionnels sur le continent qui soient frileux au point où, en 2 semaines, ils sont capables de changer les décisions, comme on a pu le voir dans le contentieux électoral en Côte d'Ivoire, madame est là, mais même chez vous, au Centrafrique, où vous avez pris une décision courageuse, et lorsque vous avez viré 2 semaines après, une autre décision tout à fait le contraire de la première décision a été faite. Qu'est-ce qui explique cela? Ma deuxième tentative de réponse porte sur la question du président de la République comme président du Conseil supérieur de la magistrature. Et là aussi, on est au fond, je crois, de quelque chose qui est fondamental dans le sens du sujet du Congrès. En France, le pouvoir judiciaire n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. C'est une autorité, et ça découle de la conception de la séparation du pouvoir de Montesquieu, qui ne faisait pas de la justice un pouvoir, ou plutôt qui avait un pouvoir qui reliait à la fois et l'exécutif et le judiciaire. Et donc du coup, ils en tirent les conséquences que le pouvoir judiciaire n'est pas un pouvoir, mais une autorité, et donc pour assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire, il faut donc que ce soit le pouvoir exécutif. C'est pour ça qu'ils écrivaient à l'époque
le président de la République assure l'indépendance du pouvoir judiciaire via le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, quand si vous regardez les constitutions africaines dans la plupart, les pouvoirs judiciaires sont des vrais pouvoirs consacrés comme tels. D'où vient l'idée selon laquelle ce pouvoir, consacré comme tel de la Constitution, aurait besoin d'un autre pouvoir pour assurer son indépendance. Et là, le regretté Carcassonne rappelait que c'est comme si on mettait un loup dans la bergerie. Comme si on mettait un loup dans la bergerie. La France qui a inventé cette affaire bizarre a fini par y renoncer, puisque comme vous le savez en France, le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. Peut-on penser que le président qui passe son temps à penser à une réélection, à penser à caporaliser la justice, peut laisser la justice faire son travail en toute indépendance? Là encore, à moins d'être dans le monde des enfants, c'est impossible. Dans la réalité, c'est impossible. Alors, il faut se poser la question, dans cette logique d'endogénéisation, comment pourrait-on imaginer une justice complètement indépendante avec un chef d'État qui n'y siégerait plus? C'est aussi, il faut y réfléchir et il faut y réfléchir encore. Merci.